Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, que n'a pas dit Mathilde Panot en prétendant que aux prochaines municipales, toutes les villes qu'éventuellement la LFI pourrait conquérir, ils promettent de désarmer la police municipale et, qui plus est, retirer toutes les caméras de surveillance. Alors évidemment, le propos fait polémique. Ça réagit évidemment sur les réseaux sociaux, on a tout et un peu n'importe quoi. Au vu de l'ensauvagement de la société, le problème c'est que l'ensauvagement de la société n'est pas encore atteint le rythme d'un usage d'armes à feu, voire d'armes d'assaut, même si aujourd'hui il y a certains endroits, je pense à Marseille, je pense à Avignon, je pense à Nantes, je pense à Rennes, où nous avons eu en l'espace de quelques années des faits divers qui mettaient en cause l'usage d'armes à feu, qui plus est l'usage d'armes d'assaut. Et que oui, par conséquent, comment peut-on assurer la sécurité de nos concitoyens si la police municipale est désarmée? Et qui plus est, si on retire les caméras de sécurité. Alors, concernant les armes, je vais vous dire une chose, je me suis déjà exprimé sur la question, j'avais déjà fait une vidéo. Développer une politique d'armes, est-ce que c'est quelque chose qui peut être un bien pour un mal ou un mal pour un bien? Je m'explique. Et j'ai évidemment un outil de comparaison par excellence. Dans ce sens, je vis aux États-Unis. Et aux États-Unis, un des problèmes qui n'en est pas un en finale, mais qui, dès qu'il y a un problème lié aux armes, tout de suite, les progressistes sautent sur l'occasion pour émouvoir une partie de l'Amérique sur regardez, encore une fois de plus, si on avait interdit les armes, ça ne serait pas arrivé, blablabla. On n'en sait rien en fait. On n'en sait rien parce que, en fait, tout dépend de l'individu. Oui, les armes, c'est dangereux. Les armes à feu sont dangereuses. Mais ça ne veut pas dire qu'aux États-Unis, si des gens possèdent les armes, que forcément, le fait de posséder une arme, ça fait de vous un criminel. Il faut savoir que sur l'ensemble des millions et des millions d'armes qui sont aujourd'hui en possession de certains civils américains, l'usage de ces armes à des fins criminelles est infime. Ça veut dire que, en gros, on est sur un Américain sur 20 qui va utiliser son arme à des fins criminelles. Alors là, j'englobe tout. C'est aussi bien des Américains qui possèdent des armes de façon légale que ceux qui possèdent des armes de façon illégale. Sauf que, évidemment, quand vous entendez parler de mass shooting, etc., tout est une question de proportionnel par rapport à la population américaine. En France, vous êtes 68 millions d'habitants. Si vous remettez en perspective le nombre de délits commis par arme à feu en France et que vous le remettez à l'échelle de la population américaine qui est 348 millions d'habitants, bah vous auriez la surprise de vous rendre compte que finalement, on a quand même un chiffre qui n'est pas négligeable. En sachant qu'évidemment, la grande différence qu'il y a entre les États-Unis et la France, c'est qu'aux États-Unis, moi par exemple, je peux très bien demain faire une demande de permis de port d'armes et acheter une arme. Voire même, selon l'état où je suis, de pouvoir acheter n'importe quel type d'arme. Aussi bien une arme de poing qu'une arme d'assaut. Je vous avais raconté cette petite anecdote d'un mari d'une amie qui, un jour, nous invitant à dîner chez eux, n'a pas pu s'empêcher à un moment donné de me montrer son armurerie, c'est-à-dire une armoire en effet fermée, dont il est le seul à avoir la clé, et que la clé il l'a toujours sur lui, comme ça, pas de risque que quelqu'un vienne piquer la clé dans un endroit pour ouvrir l'armoire, etc. Et dans son armoire, il avait de mémoire un AR-35, un fusil à pompe, une Winchester et
il avait un Colt 45 qu'il planquait toujours sous son oreiller. Pourquoi il avait ces armes? Ça, c'était la question. Est-ce que ces armes étaient pour lui un moyen de s'assurer ou de se dire en sécurité? C'est-à-dire le fait d'avoir une arme, est-ce que ça le rassure de pouvoir se défendre au cas où? Oui. Quoique. Parce que là où quand on parle de l'arme à feu au niveau de l'autorité, l'arme à feu n'est pas... En effet, elle est prévue pour se défendre ou pour protéger une tierce personne. Mais c'est surtout un outil de dissuasion. Aux États-Unis, il y a des règles. Les règles, tous citoyens ou même les touristes sont censés les connaître et les savoir. Si jamais vous ne les appliquez pas, ces règles, eh bien oui, le risque que vous fassiez tirer dessus est de l'ordre de 99,9%. Donc, c'est pour ça qu'en règle générale, dans les vidéos, je dis, si vous vous faites arrêter par des flics, même si vous n'avez rien fait ou sentez que vous n'avez rien fait, ne jouez jamais au con avec eux. Parce que vous pourrez tomber très bien sur un flic responsable, mature, qui va faire du débat, qui va discuter et qui va pas monter crescendo parce que vous n'êtes pas content, un truc comme ça, qui va rester professionnel et qui va bien voir que vous n'êtes pas quelqu'un de dangereux à proprement parler, vous n'avez pas d'armes, etc. Et puis d'un autre côté, vous pouvez tomber sur des fragiles de la gâchette. C'est-à-dire des gens qui psychologiquement ne devraient pas avoir ni un uniforme, ni un badge, ni une arme, et qui vont dégainer pour tout et n'importe quoi. Malheureusement, voilà, rien n'est jamais parfait. Et j'ai envie de dire, même en France. En France aujourd'hui, même si j'estime personnellement qu'en France, il y a une sorte de professionnalisme plus accru que ce qu'on peut trouver aux États-Unis, ça ne veut pas dire que en France, pour combler les manques de personnel, on accepte dans les écoles de police des gens qui, au bout de quelques semaines ou quelques jours même, on le sent bien que c'est pas quelqu'un qui doit posséder une arme sur lui, qui n'est pas suffisamment mature, qui n'est pas suffisamment responsable. Malheureusement, comme partout, on a des besoins, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on accepte ces gens au sein de la police, jusqu'à ce qu'un jour, il y ait la bavure. Et même, au sein de la police, on sait qu'il y a des cow-boys. Moi-même, dans mon cadre professionnel, quand je faisais appel à la BAC, aussi bien je tombais sur des professionnels compétents, etc., qui savaient faire les choses correctement, etc., comme je suis tombé des fois sur des cow-boys. Comme je dis encore, rien n'est parfait. Faut tout pour faire un monde. Mais le problème, c'est que Mathilde Panot, lorsqu'elle dit ça, moi, ma curiosité, c'est à quoi elle pense. Moi, j'ai envie de dire, c'est de la déconstruction. C'est retirer les caméras. Ça veut dire que comme ça ne permet plus d'identifier un criminel. Parce que derrière, on va dire, oui, mais les caméras, ça peut être aussi un moyen de surveiller les gens, d'apporter atteinte à leur liberté, tel tralala. Oui, mais comme beaucoup de choses, il y a un moment donné, il faut savoir faire un consensus. Et puis le coup de désarmer les polices municipales, on est d'accord qu'aujourd'hui, on vous dit la criminalité a baissé. Le problème, c'est que la criminalité elle a baissé parce qu'on se base sur des statistiques en disant que de toute façon, il y a de plus en plus de gens qui subissent l'incivilité, la délinquance, l'agressivité, les violences physiques, mais qui ne portent pas plainte. Sauf ça, évidemment, c'est une donnée qui n'est pas dans la statistique. La statistique, elle se base uniquement sur les gens qui portent plainte. Or, si vous avez une baisse de plaintes
ça ne veut pas dire qu'il y a une baisse de délinquance. En revanche, il y a une augmentation des délits graves, et non des moindres. C'est-à-dire qu'avant, où des gens pouvaient se faire agresser physiquement, l'agression physique étant relativement mineure, aujourd'hui, on est quand même confronté à des gens qui peuvent faire des agressions physiques sévères, voire même avoir une agression physique qui peut apporter des séquelles permanentes. Donc, les caméras en centre-ville, elles sont utiles. Elles peuvent être dissuasives. Même si, encore une fois, bien sûr, vous allez me dire, ouais, enfin, aujourd'hui, vous avez des racailles qui n'en ont rien à foutre des caméras de surveillance. Bien sûr. Il y a des racailles, elles sont tellement connes que des fois, elles commettent des actes avec des caméras qui les filment, on voit leur visage. Donc, ça a quand même une utilité. Ça n'empêche pas le délit, mais ça facilite l'identification du criminel. Or, la LFI veut retirer les caméras. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à tous les gens qui habitent encore dans les grandes villes, prochaines élections municipales, l'année prochaine, au moins vous saurez que si vous avez des problèmes de délinquance, des problèmes d'insécurité, d'incivilité dans votre centre-ville, eh bien la situation, si vous votez pour un candidat LFI, va s'aggraver. Mais attention, aujourd'hui, le marché de l'immobilier des centres-villes essaie de maintenir les cotes, mais il est de plus en plus difficile aujourd'hui de trouver des acquéreurs. Parce que la mauvaise réputation maintenant de certaines villes font qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent aller habiter dans des petites villes moyennes plutôt que dans des grands centres-villes. Surtout en plus de ça, on va être très clair, à part les gauchistes rentiers, bobos, artistes, étudiants, le riche français, qu'est-ce qui va aller se faire chier à habiter dans un centre-ville ? S'il a les moyens de pouvoir s'acheter une belle petite maison dans la grande agglomération ou à la campagne, si vous lui proposez de vivre dans une ville avec la pollution, avec le trafic de merde, avec les risques d'insécurité, etc., ou d'aller vivre dans une petite ville, un petit village tranquille, à la campagne, à l'air pur, qu'est-ce que vous croyez il va choisir ? Oui, il y aura toujours des riches pour habiter dans les proximités. Les proximités des avantages structurels urbains, voire même, c'est pour ça que j'insiste souvent sur les milieux culturaux gauchistes, parce qu'il n'y a que eux qui veulent rester dans les centres-villes, parce que les centres-villes, c'est souvent les lieux où il y a de la culture. Donc, de toute façon, je vous l'ai dit, la LFI, c'est un parti qui joue la carte de la déconstruction, qui veut détruire un élément essentiel de la République française, c'est-à-dire le principe d'un peuple unique et indivisible. Et on le voit bien, la LFI joue toujours pour le communautarisme, pour la diversité, pour la créolisation, pour le mélange multiculturel des cultures, même quand tu sais que par définition, il y a un moment donné où certaines cultures sont incompatibles et ne peuvent pas vivre ensemble. Elles ne peuvent pas accorder leur violon pour synchroniser une vie dans une société, qui plus est une société occidentale, laïque, comme l'est la République française. En plus de ça, vous saupoudrez les intérêts clientélistes politiques qui savent qu'ils n'ont plus du tout aucune crédibilité auprès de la grande majorité des Français et qui cherchent l'électorat communautaire. Bon voilà. Donc on verra bien si la France se lance à corps perdu dans sa propre autodestruction l'année prochaine dans les municipales, ou si au contraire, le vote des municipales confirmera et suivra un petit peu l'évolution du vote démocratique
qu'il y a eu récemment entre les européennes et les législatives. Donc je pense que ça va être très intéressant. Puis en plus de ça, ça sera un petit peu une sorte d'arrière-cour de l'élection présidentielle. Puisqu'on verra si des mairies restent sous le giron écologiste, socialiste, ou si les filles gagnent des mairies, ou si la droite regagne des mairies, etc. On verra bien. Ce sera la surprise. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, et d'ici là, que puis-je vous dire d'autre? Beau jeu, pis du mieux.